C'est la suite de la REFNUM 2020. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous depuis ce matin et encore jusqu'à cet après-midi. Et merci à tous nos intervenants qui se connectent à distance puisque c'est une REF un peu particulière, entièrement en digital, entièrement en visio. Le numérique est-il une solution pour les territoires, les citoyens et les entreprises? C'est le thème de cette table ronde maintenant. Nous allons donc parler de la manière dont la crise sanitaire a accéléré le télétravail, la téléconsultation, l'e-commerce, mais peut-être pas partout de la même manière entre les métropoles connectées et les campagnes à bas débit. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Nous ne sommes pas tous égaux, visiblement, dans le village global. Alors, dans cette table ronde, nous allons voir ensemble quelles sont les problématiques spécifiques des territoires, la question de la fracture numérique, et puis comment développer le numérique dans les territoires en tenant compte des contraintes et notamment de la contrainte environnementale, avec nos invités que je vous présente tout de suite. Martha de Cidrac, sénatrice des Yvelines, vice-présidente de la commission développement durable et aménagement du territoire, membre du parti LR. Sébastien Missov sera avec nous également, directeur général de Google France. Carlos Moreno, directeur scientifique de la chaire entrepreneuriat territoire innovation ETI, donc à l'université Panthéon-Sorbonne. Carlos Moreno est expert des villes et territoires de demain, conseiller spécial d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Valérie Pécresse est avec nous également, la présidente de la région Île-de-France. Sophie Pelletier, présidente du Prix Artem, une association qui veille aux interactions ondes, santé et environnement. Et enfin, Christian Poyot, PDG de Micropole, société de conseil et d'intégration dans le digital et la data, et coprésident de la commission mutation technologique et impacts sociétaux au MEDEF. Nous allons voir si donc tous nos invités sont connectés. Bonjour, en tout cas les premiers qui vont intervenir. Bonjour messieurs. Et je vois donc avec nous... oui, alors ça bouge beaucoup. Voilà, on va les retrouver. Je vous propose en tout cas qu'on parle donc des territoires, des citoyens et des entreprises. C'est le thème de la table ronde. Écoutez, c'est très simple. On va finalement dérouler un petit peu tous ces thèmes les uns après les autres. Et je vais commencer en vous donnant la parole. Christian Poyot, donc je l'ai dit, vous êtes coprésident de la commission mutation technologique et impacts sociétaux au MEDEF. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelles sont les problématiques spécifiques des territoires aujourd'hui et comment le numérique peut aider à les résoudre? Alors, le numérique peut aider à résoudre beaucoup de choses et malheureusement, on le voit dans cette crise du Covid, tout le monde le constate au quotidien. C'est peut-être le premier enseignement et c'était dit par beaucoup des intervenants préalables, c'est-à-dire que le numérique, c'est quelque chose qui est très positif et pour l'environnement et pour le lien social. Bien sûr, il y a des choses qui doivent être contrôlées, vérifiées, des bonnes pratiques à mettre en place. Je pense qu'on en reparlera très certainement. Mais la demande aujourd'hui, et on le constate au niveau du MEDEF, autant bien sûr pour les entreprises que pour les citoyens, c'est d'avoir plus de connexions. La principale demande que l'on a aujourd'hui, c'est de dire, d'ailleurs vous nous parlez de 5G, c'est très bien, mais essayons d'avoir la fibre et la 4G en tant que telle. Donc c'est quelque chose qui augmente pour les entreprises la possibilité de travailler. On le voit avec le e-commerce, bien évidemment. C'est aussi la capacité de se connecter. On peut le voir pour la télémédecine qui a augmenté de manière très importante. Donc c'est une notion la numérique qui est encore une fois en dehors de l'aspect purement économique qui est très important sur notre pays. Je rappelle que du point de vue de l'entreprise, on est un peu en retard, donc il faut continuer à accélérer là-dessus, mais aussi qu'il y a un rôle citoyen très important. C'est pour ça d'ailleurs que la commission que je co-préside s'appelle Mutation technologique et impacts sociétaux, c'est-à-dire qu'il faut voir les deux aspects du sujet. L'aspect bien sûr économique qui débouche sur les emplois, et c'est donc très important, mais également sur l'aspect social. Donc c'est une chance, c'est une opportunité pour tous les territoires, que ce soit en région, que ce soit bien sûr peut-être dans les banlieues des grandes villes, pour améliorer les choses, créer du lien, travailler, produire, échanger. Encore une fois, je le redirai certainement à de nombreuses fois, rien n'est parfait. Il faut être vigilant sur le côté environnement, sur le côté des impacts éventuellement négatifs sur lesquels il faut travailler, mais c'est un formidable enjeu. Simplement, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au niveau.
au niveau des entreprises et aussi au niveau de l'acceptation de nos concitoyens, hein. On le voit avec l'application Tous Anti-Covid qui progresse fortement, mais qui est encore un petit peu rejetée de manière dommageable, si j'ose dire. On pourra aller beaucoup plus loin dans ce point. Donc, je pense qu'il faut mettre en avant, et c'est autant le côté intérêt, bien sûr, économique et social, mais le côté communication, c'est-à-dire que l'état d'esprit français doit être dans une logique positive pour aborder ces problématiques avec une vision claire et aller de l'avant, comme l'a dit Bertrand Piccard il y a quelques instants, pour faire de la croissance qualitative. Merci. Valérie Pécresse, vous parlez de numérique depuis longtemps, hein, en région Île-de-France. Il y a le concept de Smart Région, on y viendra peut-être tout à l'heure. Donc l'aménagement des territoires, ça passe par le numérique, et notamment par l'accès au très haut débit. Où en sommes-nous en Île-de-France ? Alors, vous connaissez sans doute mon histoire. Vous savez que j'ai commencé ma vie politique comme chargée des technologies de l'information chez Jacques Chirac. Donc, il est évident que pour moi, le numérique est absolument indispensable pour la région et surtout pour l'aménagement du territoire et une qualité de vie harmonieuse dans la région. Qualité de vie harmonieuse qui intègre le télétravail, le lissage des heures de pointe, la possibilité de créer sa propre entreprise, d'avoir un statut d'indépendant, toutes ces évolutions de la société qui se dessinent devant nous et qui ne peuvent qu'être accompagnées du déploiement du très haut débit partout. Alors, le très haut débit partout, c'est 100 millions d'euros que la région Île-de-France a mis sur la table pour aider les départements à couvrir en THD toutes les zones rurales, tous les quartiers populaires. Et aujourd'hui, on est la première région de France pour le déploiement du très haut débit. On est à 96,19, excusez de la précision, 96,19% de taux de couverture. Par exemple, le Val d'Oise, aujourd'hui, fin 2020, c'est la fibre à la maison pour 95% des foyers. Et la Seine-et-Marne, qui est le département le plus complexe à couvrir, s'est engagé à amener la fibre dans chaque hameau d'ici 2023. Donc, on est vraiment dans cette logique de développer les réseaux en très haut débit. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand je suis arrivée à la tête de la région, le taux d'éligibilité des logements à la fibre était de 30%. Aujourd'hui, on est à 83%. Mais il ne suffit pas d'avoir la fibre chez soi. Il faut aussi qu'on développe ce que l'on appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est évidemment des lieux dans lesquels on peut télétravailler dans de bonnes conditions. Et ça aussi, c'est une politique stratégique qui est menée par la région depuis 2016. On en est à peu près 300 tiers-lieux qui ont été créés depuis le début de la mandature, avec 139 tiers-lieux qui ont été créés avec des subventions régionales, notamment en Grande Couronne, et 156 micro-tiers-lieux que nous avons voulu créer dans les gares SNCF. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'on puisse micro-télétravailler. Micro-télétravailler, ça veut dire quand on attend son train, ou ça veut dire aussi de prendre le train d'après, pour lisser les heures de pointe. Donc, vous voyez, pour nous, toutes les évolutions du numérique sont au service d'une certaine logique de qualité de vie dans les territoires et en même temps de poursuite de l'activité. Donc, c'est vraiment l'objectif. Ça accompagne le télétravail. Le télétravail, vous le savez, nous en sommes des promoteurs fervents. Avec le déménagement en Seine-Saint-Denis de la région, nous avons mis 98% de nos agents potentiellement en télétravail 1 ou 2 jours par semaine, ce qui nous a permis de mettre 98% de nos agents lors du confinement, lors des 2 confinements, en télétravail immédiatement, puisque les outils du télétravail étaient déjà là. Alors le télétravail, c'est pas seulement un ordinateur. Le télétravail, c'est une organisation managériale différente. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte aussi les risques psychosociaux qui peuvent être liés au travail en solitaire. Ça veut dire qu'il faut travailler sur la mobilisation des équipes. Ça veut dire qu'il faut faire des réunions très régulières, comme celles que nous faisons aujourd'hui, des réunions d'équipe dématérialisées. Ça veut dire vraiment une autre façon de manager. Et là-dessus, ma DRH est extrêmement volontaire pour venir vous raconter comment est-ce que dans une administration, c'est-à-dire un lieu qu'on n'imagine pas forcément extrêmement moderne, extrêmement ouvert aux changements managériaux, eh bien, on a réussi vraiment à télétravailler. Et moi, de ce point de vue, je plaide pour la création d'un chèque télétravail pour encourager les entreprises à utiliser plus massivement les tiers-lieux. Parce que nous avons des sujets sur le télétravail, c'est qu'un certain nombre des Franciliens n'ont pas chez eux
l'appartement, les conditions, le très haut débit, et ni même forcément la motivation de travailler. Donc, il faut aussi qu'on développe l'utilisation des tiers-lieux si on veut vraiment développer le télétravail. Voilà. Mais je vous reparlerai de l'éducation peut-être dans une autre question. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Donc le micro-télétravail, c'est un concept intéressant, ce qui rejoint un peu l'ascenseur dont on parlait précédemment finalement. C'est tous ces petits moments dans la journée où on peut se rendre utile et on peut faire des choses utiles. Alors nous devrions être en liaison avec Madame de Cidrac, mais je ne sais pas si on a l'image. Est-ce qu'on a au moins le son en fait? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, on vous entend, oui, tout à fait. Absolument. Bonjour tout le monde, je suis désolée, j'ai un petit souci technique et je n'arrive pas à voir l'image. Écoutez, ça fait partie des choses... Je vous prie de m'excuser. Il n'y a aucun problème, ça fait partie des choses effectivement qui peuvent se produire dans ce genre de circonstances. Martha de Cidrac, vous êtes sénatrice des Yvelines. Et justement, j'allais vous poser la question, puisque vous avez beaucoup travaillé vous, sur le numérique et vous vous intéressez en termes de territoire à 3 thèmes en particulier, le bâtiment, le télétravail et les déplacements. Alors, quelle est votre vision de cette question des territoires par rapport au numérique ? Écoutez, moi je pense qu'il faut remettre tout ça dans le contexte actuel. Vos précédents intervenants ont déjà dit beaucoup de choses. Je parle de la table ronde précédente et également de ce que Bertrand Piccard a partagé avec nous. Moi je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, nous ne serions pas à la hauteur des enjeux en réalité si toutes les propositions que nous faisons, nos réflexions, se limitent simplement à la dimension économique. Cela a été plus ou moins rappelé par tout le monde. Je pense qu'il est impératif, évidemment, de tenir de l'ensemble des enjeux qui sont l'enjeu social, l'enjeu environnemental. Et moi, je suis très attachée, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, au fond, à se poser la seule et vraie question qui, pour moi, m'importe, c'est que veulent nos concitoyens aujourd'hui, que veulent les Français. Et de mon point de vue, ça peut se résumer en une simple phrase, c'est mieux vivre. Et mieux vivre, cela se décline de mon point de vue, vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, à travers en réalité l'hébergement, c'est-à-dire la qualité de l'hébergement de nos concitoyens, puisque la crise sanitaire et le confinement très, très particulièrement nous a rappelé et nous a démontré avec une certaine acuité cette inégalité et cette iniquité qui existe parmi les Français. Et donc le logement, vous l'avez dit, le télétravail qui en réalité est une conséquence également de ce que nous traversons aujourd'hui et qui là encore, je dirais, accentue l'intérêt que nous devons tous porter sur la qualité de l'hébergement des Français et le troisième volet, sur la qualité de nos déplacements et la pertinence de nos déplacements. Tout à l'heure, Bertrand Piccard nous parlait de l'efficience. Moi, j'aime bien parler de la pertinence aussi des déplacements et de la mobilité. Et je salue Madame la Présidente de la région Île-de-France qui est vraiment à la pointe sur ces sujets-là et qui travaille évidemment au quotidien. Mais il me semble fondamental de relier ces 3 sujets qui, comme vous le voyez, ont un lien commun qui est l'occasion de cette table ronde de ce matin, qui est le numérique. Puisque avoir la possibilité de télétravailler suppose, une première fois, on reviendra, j'imagine, sur l'intérêt ou pas du télétravail, mais suppose d'avoir une connexion identique pour l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit le territoire dans lequel ils sont. Et de cela, on voit aussi que notre rapport au temps et à l'espace est modifié. L'espace à travers l'hébergement, on ne travaille pas de la même manière lorsque nous sommes dans sa cuisine ou lorsque nous avons une pièce dédiée. On ne se déplace pas de la même manière, on n'a pas le même type et la même pertinence de déplacement lorsque l'on doit faire 1 heure de transport par jour pour passer sa journée devant une lucarne, devant un écran. Donc, je dirais tout ce confinement, toute cette période de crise sanitaire nous interroge au fond sur l'aménagement du territoire dans son ensemble et que doit devenir finalement le quotidien des Français dans leur territoire, c'est-à-dire non plus le territoire dans lequel ils dorment, mais le territoire dans lequel ils évoluent, et ils évolueront de plus en plus, c'est ma conviction. Pardon, j'ai été peut-être un petit peu longue.
Non, non, écoutez, il n'y a aucun problème. En plus, je vais vous relancer juste là-dessus, parce que finalement, vous parlez d'aménagement du territoire. Est-ce que quand on parle d'aménagement du territoire aujourd'hui, finalement, c'est différent de quand on en parlait il y a 20 ans, précisément en raison du numérique? Est-ce qu'il y a véritablement des directions dans lesquelles il faut aller à cause du numérique pour privilégier l'utilisation de ces outils, etc., selon vous? Oui, moi je crois que de toute façon le numérique aujourd'hui s'est imposé à nous. Le débat, de mon point de vue, de dire faut-il ou pas plus de numérique, je pense n'est pas la bonne approche. Le numérique aujourd'hui est vecteur de services, je dirais de commerce, on le voit particulièrement en ce moment, alors on peut être pour, on peut être contre. Il y a évidemment beaucoup de questions également d'un point de vue santé, on voit bien que nous avons des concitoyens qui se posent des questions sur le tout numérique, est-ce que c'est souhaitable? Mais en termes d'aménagement du territoire, c'est indispensable. Je crois qu'on ne peut pas ignorer l'importance et l'intérêt de pouvoir être connecté. C'est une demande de nos concitoyens. Hein. Moi, je suis dans un territoire où il y a des personnes qui, pour des questions simplement de connexion, ne vont pas s'installer à tel ou tel endroit parce que la connexion numérique n'est pas bonne. Je ne vais pas parler de zones blanches, mais je dirais de moins bonne connexion. Et ça démontre bien que ça devient un véritable enjeu d'aménagement du territoire. Mmh. Très bien. Alors, donc vous êtes très nombreux dans cette table ronde, donc et merci encore d'y participer. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Martha Desidrac, je pense que on va donner la parole à Sophie Pelletier. Sophie Pelletier, vous représentez des personnes qui ont une vision un peu moins enthousiaste du développement numérique, et ce sont notamment les personnes électrosensibles. Vous réclamez des territoires électrosobres. C'est un peu antinomique avec ce qu'on vient d'entendre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Eh bien non, je pense que ça n'est pas du tout antinomique, et je pense qu'il faut préciser un petit peu le débat. Nous, on s'attache à un volet assez spécifique de la question du numérique. Alors bien sûr, Madame Desidrac vient de s'interroger sur effectivement les finalités du numérique, les usages. On peut effectivement le faire, et notamment nous, on se pose des questions vis-à-vis des plus jeunes, mais nous, notre question, c'est vraiment le volet de l'utilisation du numérique par voie hertzienne, c'est-à-dire par voie du sans-fil, par voie des ondes, puisque ça fait 20 ans que notre association s'intéresse à ce sujet-là, et que malheureusement, on fait, nous, on s'attache aux faits scientifiques, on fait beaucoup de veille scientifique, et on est malheureusement de plus en plus inquiet par rapport à ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, on interroge très clairement la pertinence, l'efficience et l'innocuité de ces technologies-là, et notamment de ce qu'on nous propose ou de ce qu'on nous impose, parce qu'on n'a pas eu beaucoup voix au chapitre sur le déploiement de la 5G. Donc nous, c'est vraiment sur ce volet-là qu'on s'attache. Et sur le numérique, on propose des alternatives, et je crois que vous l'avez dit, Madame Preckers en a parlé, quand elle parle du très haut débit, elle pense évidemment au déploiement de la fibre, qui est beaucoup plus efficiente sur plein de points, que ce soit énergétique ou même au niveau de la qualité de la connexion. Donc on n'est pas du tout, ça n'est pas du tout antinomique, au contraire, on pense que des territoires peuvent être très attractifs s'ils sont à la fois connectés, mais d'une certaine manière, de manière efficiente et tout particulièrement avec le filaire, en assurant une moindre exposition des populations et des travailleurs aux ondes électromagnétiques, dont aujourd'hui, je le redis, on a des éléments de preuve qui montrent que on a potentiellement des risques, en tout cas des effets aujourd'hui qui sont avérés sur le système nerveux, sur nos cerveaux, et des suspicions de plus en plus importantes sur le rôle dans le cancer, de certains types de cancers parfois extrêmement agressifs. Donc ça n'est pas du tout antinomique.
Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous répondez à ça, à ces inquiétudes qui peut-être ne concernent que certaines personnes? En plus, les éléments de santé qui sont évoqués sont régulièrement remis en question. On est toujours sur du probable et jamais sur du certain. Et puis en plus, tout cela est très encadré de manière réglementaire. Mais est-ce que malgré tout, vous prenez en compte ces préoccupations lorsque vous vous occupez d'aménager, d'apporter de la connexion? Est-ce que par exemple, vous privilégiez plutôt le filaire au hertzien? Sur la 5G, moi, ma conviction, c'est qu'il faut à la fois rassurer et accélérer. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais au contraire, il faut faire les deux en même temps. Rassurer, c'est pour ça que je pense qu'il faut que l'OMS se prononce, il faut que nos autorités sanitaires se prononcent, il faut qu'on ait vraiment des guides de bonne conduite et aussi un avis des autorités sanitaires qui permettra de rassurer sur tous les effets possibles ou éventuels de la 5G. On a besoin de cette réassurance, mais il faut accélérer. Pourquoi accélérer? Parce qu'on ne peut pas être en retard d'une technologie. Et un grand pays comme la France, qui a une énorme puissance industrielle, ne peut pas être en retard d'une technologie si celle-ci n'est évidemment pas nocive pour la santé et dans les conditions où celle-ci ne serait pas nocive pour la santé. Je vous donne un exemple qui est quand même très frappant. Aujourd'hui, on nous dit moratoire sur la 5G. Mais il se trouve que la région Île-de-France a vécu un autre moratoire. Entre 2010 et 2015, la gauche qui était au pouvoir, sous l'influence des Verts à l'époque, a déclaré le moratoire sur le déploiement du Wi-Fi dans les lycées. Pourquoi? Parce que, principe de précaution, il y avait peut-être des mauvaises ondes liées au Wi-Fi. Du coup, quand je suis arrivée en janvier 2016, il y avait 0 Wi-Fi dans les 465 lycées d'Île-de-France. Et depuis 5 ans, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je déploie à marche forcée le Wi-Fi dans les 465 lycées. Au jour où je vous parle, on a encore 150 lycées dans lesquels il n'y a pas de Wi-Fi parce que les entreprises, elles travaillent comme elles peuvent, mais tout le monde demande du Wi-Fi aujourd'hui et donc on n'arrive pas à aller plus vite que la machine. Donc vous voyez, et ça c'est une source d'inégalité scolaire très forte parce que quand des enfants n'ont pas le Wi-Fi chez eux parce que leurs parents n'ont pas les moyens de le payer, ils n'ont pas le très haut débit chez eux, ils ne l'ont pas non plus à l'école parce qu'on n'a pas été capable de le mettre pour des raisons liées à ce pseudo-principe de précaution. Donc, on a besoin que les autorités sanitaires se mouillent et on a besoin, en revanche, de déployer les technologies quand elles arrivent pour ne pas prendre du retard. Alors, la Covid nous a permis, néanmoins, parce que je veux quand même rassurer tous les parents d'élèves qui nous écoutent et les futurs employeurs, nous a permis en quelques mois de faire un bond de 5 ans dans la numérisation de l'enseignement et dans l'appropriation par les enseignants de l'outil numérique. Vous le savez peut-être, mais l'Île-de-France a fait ce choix d'aller vers le tout numérique de manière très volontariste dès l'année dernière. On avait proposé à tous les lycées de choisir, au moment où on a renouvelé les manuels scolaires pour la réforme du bac, on leur a demandé l'année dernière de choisir entre le tout papier et le tout numérique. La moitié des lycées ont choisi le tout numérique. 100% des lycées professionnels sont passés au tout numérique. Et nous avons déployé plus de 340 000 ordinateurs et tablettes dans ces lycées du tout numérique. Et cette année, en prévision de la deuxième vague, en prévision du scénario du pire, nous avons distribué à 100% des lycéens des ordinateurs et à leurs professeurs aussi. Parce que si les professeurs n'ont pas les outils, ça ne sert à rien que les élèves les aient. Alors vous allez me dire, ça aurait dû être l'Éducation nationale qui distribue les ordinateurs à ses professeurs, vraisemblablement. Mais bon, on l'a fait pour que justement les pédagogies numériques puissent se déployer. Alors, on déploie aussi dans chaque classe, des vidéoprojecteurs et des tableaux interactifs. Donc aujourd'hui, nous sommes, je pense, la première région de la pédagogie numérique en France. Nous avons un environnement numérique de travail que nous avons été obligés de remettre complètement à plat parce que le précédent ne marchait pas du tout. Donc, on a un environnement numérique de travail qui s'appelle monlycée.net. Il y a 1 100 000 connexions par jour en ce moment. Il y a des dizaines de classes virtuelles. On brasse des données considérables et l'outil se révèle indispensable. On a fait aussi je détaille un petit peu, mais des applications dédiées qui sont extrêmement performantes. Par exemple, un laboratoire de langue embarqué sur chacun des ordinateurs et des tablettes qui s'appelle Kios, qui est une application qui est disponible pour chaque francilien gratuitement et qui permet d'apprendre soi-même les langues étrangères
avec des techniques qui sont celles des startups, c'est-à-dire de la vidéo, de l'audio, du gaming, et tout ça en adaptative learning, c'est-à-dire vous vous adaptez à votre niveau de langue. Et vous pouvez apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais aussi le français langue étrangère, ce qui est extrêmement important pour tous les étudiants et les élèves allophones que nous avons qui ne parlent pas le français, pour tous les migrants qui sont en Île-de-France, pour tous les Français issus de l'immigration qui ont besoin d'améliorer encore leur niveau de langue pour pouvoir avoir des progressions professionnelles. Ça s'appelle KIOS. Et le 19 novembre, nous ouvrons le volet portugais de KIOS. Et d'ici Noël, nous ouvrirons le volet mandarin. Donc, vous voyez, sur toutes ces pédagogies numériques, c'est extrêmement important. Et j'ajoute qu'évidemment, avec le confinement, pour tous les lycées qui n'ont pas le Wi-Fi à cause du passé, nous leur offrons des clés 4G pour pouvoir néanmoins passer outre et faire des classes virtuelles. Bien, merci Valérie Pécresse. Alors, on voit comment et on s'intéresse au numérique comme facteur d'amélioration de notre mode de vie, de nos vies. Le numérique, ça peut permettre d'aller encore plus loin et même de transformer certains concepts. On va en parler avec Carlos Moreno qui est avec nous en ligne. Bonjour. Carlos Moreno, vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de l'urbanisme, et vous êtes l'initiateur de ce concept de ville du quart d'heure qui a été présenté par Anne Hidalgo. Ville du quart d'heure, ce sera peut-être Paris dans quelques années, peut-être bien d'autres villes dans le monde d'ailleurs. De quoi s'agit-il? Quel est le bénéfice pour l'environnement et comment est-ce que le numérique permet notamment cette ville du quart d'heure? Ah, on n'a pas de micro, on n'a pas de son. Est-ce que vous nous... Normal, je l'avais coupé pour ne pas avoir des bruits. Voilà, c'est bon, allez-y. Merci Jérôme et merci au MEDEF et au Centre numérique pour cette invitation et bonjour aux personnes qui nous écoutent et aux collègues du panel. Et effectivement, Jérôme, de nos recherches, donc à Panthéon-Sorbonne, à l'IE de Paris, depuis 5 ans, nous avons développé un concept qui est la ville et les territoires des proximités. Je le dis bien au pluriel. Il a été rendu populaire, pas qu'à Paris, mais également à Nantes, à Mulhouse, en région Grand Est, sous le nom la ville du quart d'heure pour les territoires compacts, à très forte densité, mais il est accompagné aussi d'un concept qui s'appelle les territoires de la demi-heure, pour les zones à moyenne densité et à faible densité. Ville du quart d'heure, territoire de la demi-heure, c'est la découverte soit de la ville, soit du territoire par les proximités. Le concept essentiel est de vouloir, dans cette période, par rapport au changement climatique et tout ce qui a été dit concernant le besoin d'avoir moins d'impact donc CO2, et en particulier par les mobilités qui est un des principaux contributeurs. Et d'autre part, ça tombait bien, aujourd'hui, la réalité mondiale, planétaire de la pandémie du Covid-19 nous oblige à vivre donc souvent enfermés, juste avec 1 kilomètre, et donc nous sommes dans la découverte des services de proximité. On le voit avec la polémique sur le commerce de proximité, sur le centre de santé, sur la médecine de proximité, sur la question éducative. Donc les territoires de la demi-heure et la ville du quart d'heure se proposent de non pas aménager les territoires comme on le fait des manières traditionnelles par les infrastructures, nous proposons l'aménagement de la vie urbaine ou de la vie du territoire par les usages. Nous voulons inverser le raisonnement et nous voulons dire donc que les usages, ce sont 6 choses essentielles pour avoir des citoyens heureux dans une ville, dans un territoire: habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, l'éducation et la culture et les loisirs. Si nous arrivons dans des périmètres courts à offrir de manière polycentrique une ville et un territoire multiserviciel à 1 quart d'heure de soi en zone compacte et par des moyens décarbonés à pied ou en vélo, ou à 1 demi-heure de chez soi par des voitures électriques, des voitures partagées dans des zones à moyenne densité, on va améliorer la qualité des vies. Il s'agit donc, le concept essentiel, de faire du polycentrisme, du multiserviciel. Le numérique est au cœur. Quand j'ai proposé ce concept il y a 5 ans, on m'a dit: Carlos, tu es chercheur, c'est bien, vous faites toujours des utopies, et bon, ça ne marchera jamais, on ne pourra jamais travailler près de chez soi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie? Et des grandes sociétés, Microsoft, Google, mais aussi de la production comme PSA, disent le télétravail est obligatoire et la présence au bureau elle est uniquement souhaitée quand il le faudra. Donc on voit que
Le numérique aujourd'hui crée cette possibilité de rapprocher des choses qui paraissaient inaccessibles, comme le travail, dans la proximité. On résume en disant, nous voulons, avec ce concept, la ville de proximité, créer un Big Bang territorial, un Big Bang urbain, parce que le futur, c'est la proximité. Nous sommes dans une pandémie dont nul ne saura quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin de garder de la qualité de vie, nous avons besoin de garder la distance physique, et plus que jamais, nous avons besoin de développer de l'intensité sociale. Et c'est pour ça que ce concept, effectivement, Anne Hidalgo l'a rendu populaire à Paris sur sa campagne électorale, ça a été au cœur. Et aujourd'hui, c'est la première au monde à avoir une maire adjointe, Mme Roland, en charge de la ville du quart d'heure, en sachant que ce concept a été adopté au niveau mondial par le C40, le réseau mondial des villes, avec l'Académie Pritzker, donc le prix Nobel de l'urbanisme, pour faire raccourci, qui feront une grande annonce à Paris donc le 11 décembre, et que dans le monde entier, ce concept est venu apporter un débat nouveau sur comment réorganiser la vie urbaine pour le rendre donc polycentrique, multisocial, pour optimiser les services, pour découvrir la proximité, pour avoir une ville plus verte, pour avoir une ville avec moins de voitures, avec moins de CO2, avec moins de particules fines, pour découvrir davantage de solidarité pour ses aînés et les personnes fragiles, pour avoir des services de santé à proximité des médecins généralistes. On voit l'importance que ça a aujourd'hui, et pour que la technologie nous ramène ce que nous ne pouvons pas ramener à proximité. On ne va pas avoir un Louvre tous les quarts d'heure, ni un stade tous les quarts d'heure, ni un palais de congrès tous les quarts d'heure. On va avoir donc le maximum de services. On va redécouvrir le commerce de proximité. Nous avons à Paris donc la Semaest, qui est un outil financier et de gestion des mètres carrés, de l'immobilier au service du commerce de proximité. Nous allons l'approfondir et également nous allons proposer un maillage des services autour de l'habitat pour le rendre donc beaucoup plus accessible à tous et chacun. La ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, ce sont des politiques urbaines nouvelles dans lesquelles l'écologie est un humanisme, parce que nous voulons donner non pas uniquement à l'homme sa place, mais nous voulons récupérer ce que nous avons perdu, c'est la notion du temps utile. Un temps de vie pour soi-même, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, pour ses amis, retrouver de nouvelles relations professionnelles, parce que le numérique nous permet aussi, donc non pas de travailler chez nous en pyjama, je suis contre cette approche-là, mais de créer, c'est ce que nous appelons le corporate working. J'ai dit dans une interview récente que le futur du travail sera de décentraliser le travail et que les grands tours aujourd'hui sont finis, dans lesquels il y a plusieurs milliers de personnes, et que le futur c'est mailler la ville, donc des centres dans lesquels on va aller travailler, on appelle ça les corporate working comme le coworking, et que dans la RSE de cette entreprise, on va rajouter donc la distribution spatiale des gens qui travaillent pour créer des barycentres opérationnels, des lieux à distance et qui permettront non pas de travailler en pyjama chez soi, parce que ça va créer donc de la fracture numérique et des stress psychologiques, mais avoir des lieux dans lesquels les gens pourront aller. Ça sert à leur entreprise, mais ça sert à des hubs, des corporate working qui, maillés par le numérique, pourront continuer à faire les activités sans se déplacer donc une heure pour aller dans les grands tours avec 3000 personnes. Le corporate working, c'est un concept donc qui aujourd'hui est en rupture par rapport à la prochaine transformation par la Covid, qui est la manière comme on le travail. Très bien, merci beaucoup, merci Carlos Moreno pour l'exposé de ce concept très nouveau. Donc, on en reparlera peut-être s'il nous reste quelques minutes, s'il y a des questions par la suite. Je voudrais donner la parole à notre dernier intervenant. Pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps, Sébastien Missoff. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes avec nous, patron PDG de Google France. Merci beaucoup d'être présent ici. Alors, on se demande un petit peu, malgré tout, ce que fait Google dans une table ronde consacrée au territoire. Mais en fait, eh bien, vous allez nous le dire, vous menez depuis plusieurs années déjà des actions de formation pour permettre à un maximum de gens de s'approprier le numérique, de l'utiliser, des actions sous forme d'ateliers numériques. De quoi s'agit-il exactement ? Merci Jérôme. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai des lunettes de soleil, j'ai eu une opération d'un œil hier et mon œil n'est pas tout à fait présentable. J'espérais relever le défi de montrer que les entreprises et le numérique peuvent être bon pied, bon œil avec un œil en moins. Ah bah oui, merci d'être là en tout cas et puis ça vous donne un look tout à fait formidable. Merci beaucoup. Alors sur le premier sujet, en effet, sur la question que vous posez,
je pense qu'un des grands enseignements, et on en a parlé aujourd'hui pas mal, c'est que les entreprises et le grand public attendent plus de technologie. On en a beaucoup parlé avec le télétravail, on l'a vu sur nos outils. C'est 30 fois plus d'utilisation de la vidéoconférence depuis le début du confinement, donc une accélération des usages. Et puis pour les entreprises, c'est utiliser le numérique différemment. Pour prendre l'exemple du tourisme, par exemple, c'était une année particulièrement difficile où tous les modèles historiques ont dû être réinventés. Les locations de voitures de l'année dernière ne permettaient pas aux entreprises de prévoir les locations de voitures de cette année. Et donc, comment ils ont réussi à utiliser avec les outils du numérique en temps réel les requêtes, les recherches des Français pour identifier les nouvelles tendances et avoir les bonnes voitures aux bons endroits cette année. Donc, on voit vraiment cette accélération. On essaye aussi d'apporter plus de technologie en réponse à la crise. On l'a fait avec Click and Collect aujourd'hui, qui permet à tous les commerçants de rajouter en quelques minutes un nouvel onglet pour dire à leurs clients si on peut venir aussi faire ce Click and Collect. On a vu 7 fois plus de recherches sur Google depuis quelques mois autour de cette tendance. Donc, c'est une vraie tendance de fond. Et puis, on le voit aussi sur la mobilité, où on a pu travailler avec un certain nombre de régions pour donner ces informations et accompagner les différentes régions sur la sortie de la mobilité. Donc, le premier point, c'est vraiment plus de technologie et cette demande-là. Le deuxième point, c'est la conviction que les territoires jouent un rôle clé. Finalement, et Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, en parlant des ressources humaines, il y a un enjeu de transformation qui est absolument clé. Chaque transformation, on répond à cette question, où il faut centraliser, où il faut laisser l'autonomie, et qu'est-ce qu'on peut mutualiser, et ce qui était évoqué tout à l'heure. Et sur ce point-là, les territoires jouent un rôle clé puisqu'ils sont à mi-chemin entre les commerçants très autonomes et ces fédérations locales qui leur permettent de créer le lien, de leur apporter les formations et de leur donner les outils. On le voit sur la mutualisation d'un certain nombre de libraires dont on a beaucoup parlé et par exemple au niveau de l'attractivité, au niveau de région où la Bretagne peut avoir toutes les requêtes en temps réel sur ce que les Français cherchent sur la Bretagne, mais ensuite accompagner Ploumanac, Saint-Malo, Ouessant pour voir quelles sont les recherches que font les Français et en fonction de ça, adapter l'offre. Donc vraiment un rôle clé des territoires. Et puis le troisième sujet dont vous parliez était évidemment le sujet de l'inclusion et on revient vraiment sur cet enjeu de territoire. Pour Google, depuis 2012 en France, nous avons commencé ces démarches de formation. On a formé plus de 500 000 personnes, dont plus de la moitié de ces 500 000 sont des TPE, PME, pour leur donner les outils, pour leur mettre le pied à l'étrier, pour réussir à mieux comprendre les outils du numérique et comment ils peuvent les accompagner. Pour un restaurant, par exemple, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de savoir d'où viennent les requêtes. Est-ce que les personnes viennent de telle ou telle région, arrondissement, et en fonction de ça, de pouvoir adapter leur offre, en fonction de voir quels sont les plats les plus populaires quand on regarde leur menu, et de nouveau pouvoir adapter le mieux possible l'offre. Et cette année, on a décidé d'aller plus loin avec l'annonce, cette semaine, avec la Fédération française des associations de commerçants, de lancer un nouveau service qui est dédié aux 450 000 commerçants de cette fédération. Alors, c'est 3 choses. C'est un accompagnement personnalisé avec un numéro de téléphone du lundi au samedi de 8h à 20h où ces commerçants peuvent appeler, avoir l'accompagnement personnalisé dont ils ont besoin. C'est des formations spécifiques sur les problèmes qu'ils rencontrent et puis un certain nombre d'outils qui va les aider et les accompagner. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du tiers des TPE aujourd'hui qui n'ont pas de site Internet. Et aujourd'hui, c'est une opportunité, si elles n'ont pas le temps, juste de commencer avec une première vitrine sur Internet, d'ouvrir une page sur Google My Business, et juste en vérifiant les informations, en ayant les bons horaires d'ouverture, le bon numéro de téléphone, on voit que c'est jusqu'à 7 fois plus de clics, donc de réservations, donc de visites qu'ils vont avoir dans le mois qui suit. Donc un vrai enjeu pour les accompagner. Vraiment pour conclure, je pense que les 3 démarches, c'est on va continuer à vivre avec cette demande plus forte de technologie pour trouver des solutions aux problèmes compliqués qui sont en face de nous, un rôle clé des territoires et un engagement avec les partenaires, avec les régions, avec les fédérations pour faire en sorte qu'on accompagne les commerçants, on accompagne le tissu local avec les bonnes formations et les bons outils.
Très bien, passionnant, initiative très intéressante. Une petite question, Sébastien Missoff. Quelles sont les réactions, quels sont peut-être un petit peu le bilan que vous tirez et les réactions que vous pouvez recueillir? Vous parlez à l'instant de toutes ces TPE qui n'ont pas de site web. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé hier qu'il allait y avoir un petit coup de pouce. Alors bon, on peut discuter du montant de la prime qui devait être de la hauteur de 500 €. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de petits commerçants qui soit ne veulent pas du tout aller dans cette direction-là, soit ne savent pas par quel bout prendre le problème, parce que finalement, comment aller sur Internet quand on n'y connaît rien du tout? Il y a Google, mais il n'y a pas que Google dans la vie. On voudrait peut-être aussi pouvoir s'adresser à des gens de confiance et des acteurs français notamment. Et puis aussi, comment éviter, j'allais dire, les margoulins qui peuvent traîner dans ce système-là, où il y a peut-être aussi des prestataires dont il vaudrait mieux rester à l'écart. Alors finalement, c'est pas facile aussi pour les gens qui sont en première ligne. Alors, moi, j'ai une réponse là-dessus. Oui. Alors peut-être Sébastien Missoff, et juste après, c'était Valérie Pécresse? Oui. En un mot sur ce point-là, alors à chacun ce rôle. Le rôle aujourd'hui de Google est un moteur de recherche, est une vitrine pour permettre à un certain nombre de ces commerçants d'être trouvés. Et vous évoquiez cette solitude, cette inquiétude quelquefois devant toutes les solutions. Et je pense qu'il y a un enjeu clé aujourd'hui qui est vraiment de simplifier. Il faut revenir sur des objectifs qui sont très simples. Si on est un coiffeur ou un restaurant, on veut recevoir plus de coups de téléphone et plus de réservations. Si on est un libraire, on veut faire en sorte que quelqu'un qui recherche libraire près de chez soi ait la liste des libraires avec les bonnes informations et animer ce centre-ville, ces communautés dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un enjeu de simplification, c'est un enjeu de partenariat en travaillant avec le MEDEF, avec les chambres de commerce, avec les fédérations pour être sûr d'avoir ces tiers de confiance qui maillent le terrain et les entreprises pour leur accompagner. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment d'avoir cet enjeu autour des formations pour leur donner confiance en eux et des formations qui sont vraiment adaptées au rythme des commerçants en fonction des heures où ils ont besoin d'aide et en fonction des outils qui peuvent les accompagner pour être au plus proche de leurs besoins. Merci. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Valérie Pécresse ou Marta de Cidrac qui voulait intervenir sur cette question. Oui, pardon, je ferai une dernière intervention et je vous quitterai parce que malheureusement, je dois prendre une autre conférence à midi, qui démarre à midi. Mais juste pour dire qu'effectivement, nous, on compte sur les chefs d'entreprise pour être, j'allais dire, les aventuriers de la transition numérique. Et ce qui est évident, c'est que cette question de la mise en œuvre de plateformes numériques pour les commerçants est au cœur de notre projet. Alors, il se trouve que nous, on a démarré dès le premier confinement. Dès le premier confinement en mars, on a mis en place ce qu'on appelle le chèque numérique. Nous, il n'est pas de 500 € comme le gouvernement, il est de 1 500 € pour tous les artisans, commerçants, TPE, PME d'Île-de-France. 1 500 € qui s'ajouteront aux aides de l'État, évidemment, on les défalquera pas. Ces 1 500 €, c'est 1000 chèques numériques qui ont déjà été versés, dont une bonne partie notamment à des restaurateurs pour pouvoir permettre du click and collect et de la vente à emporter. On a aussi travaillé avec les villes pour mettre en place des plateformes, des places de marché virtuelles. L'idée, c'est qu'une ville, par exemple la ville d'Aulnay, mais aussi la ville de Melun, une ville rurale, une ville populaire, puisse mettre tous ses commerçants en ligne et offrir une place de marché sur le modèle de ce qui a été fait pour Angers Shopping, par exemple. Et on a beaucoup de succès avec cette aide de 10 000 € pour les communes qui leur permet d'agréger tout leur commerce sur une même plateforme. Herblay vient de faire ça, ils sont très, très contents, les habitants sont très contents. Ça va vraiment dans l'idée de la ville du quart d'heure. Ça va dans l'idée de consommer local et de faire vivre le petit commerce et de surtout en finir, et ça c'est mon projet régional, avec le métro, boulot, dodo, les villes dortoirs et les villes dans lesquelles on ne retrouve pas cet esprit village qui fait communauté. Donc notre objectif est vraiment celui-là. J'ajoute que nous allons aussi travailler sur une opération plus régionale avec un certain nombre de partenaires. Alors, pour répondre à votre question et à celle que vous avez posée à Google, comment on identifie les tiers de confiance, les partenaires de confiance? Alors, la région, depuis le début de la crise, elle assume d'être aussi centrale d'achat. Et elle assume d'être aussi plateforme de conseil et d'ingénierie territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met sur notre site la liste d'un certain nombre de fournisseurs qui sont des fournisseurs
non pas recommandés par la région, mais en tout cas qui ont pignon sur rue et dans lesquels la région avec lesquels on considère qu'on peut travailler, que ce soit des fournisseurs de masques, des fournisseurs de tests, des fournisseurs de produits Covid, mais ça peut aussi être des fournisseurs de solutions numériques. J'ajoute que nous avons un partenariat qui est en train de se nouer avec l'entreprise Solocal, qui est l'entreprise des pages jaunes, pour pouvoir avoir des solutions numériques effectivement françaises sur l'ouverture des commerces en digital. Très bien, merci beaucoup, merci pour ces précisions Valérie Pécresse. Merci on vous libère. à vous, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci également à nos autres intervenants. Malheureusement, certains qui ont eu moins de temps de parole, je m'en excuse. Hein. C'est vrai que c'était un programme C'est dommage, qui était... je n'ai pas pu répondre à Mme Pécresse. Mais bon. Pardon, Martha de Cidrac ? Non, Sophie Pelletier, j'aurais souhaité pouvoir rebondir sur ce qu'avait dit Madame Pécresse. Ouais, mais je suis vraiment désolé parce que là, on est en train de déborder et on va pas pouvoir... on a déjà débordé, en fait, en réalité. La santé des enfants, c'est moins fondamental, c'est sûr. Pas du tout, pas du tout. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Merci à toutes pour cette passionnante table ronde. On va marquer Merci Jérôme, à bientôt. Très courte pause et nous allons parler ensuite de numérique